Si je te demandais de me définir ce que font les entreprises Visa et Mastercard, il y a de grandes chances que ta réponse soit loin de la réalité. Certains pourraient penser qu'ils fabriquent des cartes de crédit, d'autres les associeraient à des banques ou des prêteurs. Mais en réalité, leur fonctionnement est bien plus simple que cela. Ils sont les maîtres d'un réseau mondial de transactions, une toile complexe qui tisse les liens entre les différentes banques du monde entier. Lorsque tu ouvres un compte bancaire et reçois ta carte bleue estampillée Visa, c'est bien plus qu'un simple bout de plastique. C'est un billet d'entrée direct dans l'univers de VisaNet, le réseau mondial qui orchestre les paiements. À chaque fois que tu utilises ta carte pour régler tes achats, chaque détail passe par un balai synchronisé de données du terminal du commerçant jusqu'à ta propre banque. Une véritable danse virtuelle qui scelle le destin de ta transaction. C'est simple, rapide et incroyablement efficace. Bienvenue dans le monde des transactions électroniques. Mais est-ce qu'un business model aussi sommaire peut nous assurer de la bonne qualité de cette entreprise d'un point de vue financier? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Bon, comme tu l'auras compris, aujourd'hui on va s'attaquer aux intermédiaires financiers qui réalisent des transactions électroniques. Donc on va dire que dans l'environnement, il y en a trois acteurs majeurs qui sont Visa, Mastercard et American Express. J'aurais même pu rajouter aussi PayPal, mais bon, la différence de PayPal, c'est que c'est un acteur qui agit uniquement sur les paiements en ligne. Et donc nous, dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur le leader du domaine qui n'est autre que Visa. Donc dans un premier temps, on va regarder les fondamentaux pour savoir déjà si toi, tu pourrais l'ajouter en portefeuille pour s'assurer que c'est une entreprise de bonne qualité. Ensuite, on jettera rapidement un coup d'œil pour savoir ce que pensent eux les analystes du futur de Visa. Et en fin de vidéo, je te dévoilerai un prix d'achat, on va dire idéal pour pouvoir réaliser au moins un rendement qui serait en accord avec le marché au cours des 10 prochaines années. Donc, c'est parti. Alors, l'action de Visa déjà s'échange à 280 $. Donc comme on peut le voir ici, elle est quasiment à son plus haut historique là qu'elle avait atteint le 21 mars dernier à 290 $. Ok, donc nous, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va regarder? On va vouloir déjà s'assurer du taux d'endettement de l'entreprise. Dites-vous bien qu'une entreprise qui n'est pas ou qui est faiblement endettée, c'est une entreprise qui a peu de chances de faire faillite. Ça veut dire qu'en gros, toi, en tant qu'investisseur, si tu investis dans cette entreprise et qu'elle n'a pas de dette, ou très peu, eh bien, tu as peu de chances de perdre l'intégralité de ton investissement. Donc pour ce faire, comment on va calculer ça? On va regarder, nous, deux indicateurs qui sont sa dette long terme et aussi sa dette nette. Et on va vouloir que ces deux indicateurs puissent être remboursés en moins de 5 années de free cash flow. Donc, on va prendre ici le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est de 15 milliards. Donc hop, je vais faire ma calculatrice, voilà. 15,28 milliards, que je vais multiplier moi par 5 pour mes 5 années. Ça nous donne ici 76,4 milliards. On veut donc que sa dette long terme et aussi sa dette nette soient inférieures à 76,4 milliards. Pour sa dette long terme, on va ici dans son bilan comptable, on descend. Je ne suis pas du tout au bilan comptable, il est là. On descend. Hop, total long term liabilities, 28 $. On est bien en deçà des 76 $, donc là on peut dire que oui, la dette long terme de l'entreprise est maîtrisée. En gros, elle peut rembourser l'intégralité de sa dette long terme en moins de 2 années de free cash flow, ce qui est excellent. Ensuite, pour sa dette nette, pour la calculer, il faut juste faire la différence entre la valeur d'entreprise qui est juste ici, elle est 106 milliards, et la capitalisation boursière ici de 572 milliards. En gros, pour t'expliquer ces deux métriques, la capitalisation boursière, c'est si quelqu'un décidait de racheter l'intégralité des actions qui étaient en circulation. Il aurait donc à débourser 572 milliards de $. La valeur d'entreprise, c'est si quelqu'un voulait racheter l'intégralité des actions et en plus payer l'intégralité de la dette. Donc faire en sorte que l'entreprise ne soit plus du tout endettée. Dans ce cas-là, il aurait à payer 606 milliards. Et donc si on fait la différence entre les deux, là, 606 moins 572, ça va nous donner ici 34 milliards.
Eh bien, ces 34 milliards, on est toujours en dessous des 76,4 milliards. Donc là, encore une fois, la dette de l'entreprise est maîtrisée. La dette nette de l'entreprise est maîtrisée. Et là, elle peut la rembourser en, du coup, on a dit 34, donc un peu plus de 2 années de free cash flow. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, ce qu'on veut s'assurer, c'est que, ok, donc déjà, elle n'est pas endettée, c'est bien. Mais maintenant, les dirigeants de l'entreprise, comment ils utilisent l'argent que l'entreprise génère? Est-ce qu'ils l'utilisent de la bonne façon? Pour ce faire, on va regarder du coup, nous, 3 indicateurs de rentabilité qui sont à la fois le ROA, donc rentabilité des actifs, le ROE, rentabilité des capitaux propres, et le ROIC, rentabilité des capitaux investis, qui prend donc lui à la fois en compte les capitaux propres, mais aussi l'argent qui est issu de la dette. Et donc ce qu'on va vouloir, c'est que ces métriques soient au minimum de 12%. Et bien quand on regarde ici, le ROA, 20%, nickel. Le ROE, 47%, parfait. Le ROIC, 24% cette année, et au cours des 5 dernières années, il était à 20%. Là, clairement, l'entreprise coche l'ensemble de nos 3 métriques. Donc l'entreprise utilise à bon escient l'argent qu'elle possède. Et pour t'expliquer rapidement ce qu'est le ROIC, en gros, dis-toi qu'avec un ROIC ici de 20%, ça veut dire que quand l'entreprise injecte 1 euro, eh bien, elle va en récupérer 20 centimes, ce qui est tout simplement énorme. Donc ça, c'est des entreprises dans lesquelles on veut investir pour l'instant. Elle verse un dividende. Donc cette année, elle a versé un dividende là, de quasiment 4 milliards à ses actionnaires, ce qui correspond ici à un rendement de 0,7%. Donc autant dire, si tu es un investisseur qui aime les dividendes, tu ne vas pas récupérer beaucoup avec cette entreprise. Maintenant, la chose la plus importante à regarder, c'est de savoir est-ce que ce dividende, il est pérenne ou non dans le temps. Donc, est-ce que l'entreprise va pouvoir au minimum maintenir son dividende, voire mieux encore, l'augmenter d'année en année? Et donc, pour ce faire, vous allez prendre ici le dividende versé au cours de cette année et vous allez le diviser toujours par le free cash flow moyen. Donc, si on prend ici 3,99 divisé par 15,28, on fait x 100, ça nous donne 26,11. En gros, ces 26% correspondent au payout ratio du dividende. Ce qui veut dire tout simplement que l'entreprise utilise 26% de son free cash flow pour le distribuer à ses actionnaires sous forme de dividende. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce payout ratio soit au maximum de 50% pour que l'entreprise puisse utiliser son free cash flow pour réaliser 4 autres choses qui sont le remboursement de sa dette, l'acquisition de nouvelles sociétés, le rachat d'actions ou le réinvestissement en elle-même. Donc là, c'est parfait. Là, on peut dire que le dividende de Visa est pérenne dans le temps et pourra être largement augmenté d'année en année. Une marge brute ici de 80%, donc ce qui est tout simplement énorme. Il y a très peu d'entreprises qui arrivent à avoir une marge brute aussi élevée et des marges nettes pareilles de plus de 50%, entre 50 et 54%. Honnêtement, je ne sais même pas s'il y a d'autres entreprises qui arrivent à avoir des marges aussi élevées que ça. Peut-être Mastercard, etc. Mais sinon, dans d'autres domaines, je ne suis même pas sûr de voir des marges aussi importantes que ceci. Nous, pour les marges nettes, ce qu'on va vouloir, c'est des marges les plus hautes possibles, mais au minimum 10%. Donc là, encore une fois, l'entreprise coche pour l'instant toutes nos métriques. Maintenant, ce qu'on va vouloir s'assurer, c'est, ok, est-ce que l'entreprise est toujours en croissance d'année en année? Donc, est-ce qu'il y a toujours une croissance à la fois de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow? Donc, pour le chiffre d'affaires, ce qu'on va faire, c'est on va regarder au cours des 5 dernières années. En 2019, il était ici de quasiment 23 milliards, il est passé à un peu plus de 32 milliards. Donc là, parfait. Une croissance du chiffre d'affaires. Au niveau de son résultat net, il est passé, lui, de 12 milliards à 17 milliards. Donc là, une augmentation encore plus importante que le chiffre d'affaires ici. Donc ça, c'est parfait. C'est ce qu'on aime voir. C'est-à-dire que l'entreprise réduit ici considérablement ses dépenses. Donc ça, c'est nickel. Enfin, au niveau du free cash flow, il est passé, lui, de 12 milliards 03 à 19 milliards 70, donc une augmentation encore plus importante que le résultat net. C'est ce qu'on aime voir. Dites-vous bien que le résultat net, c'est un indicateur qui peut être facilement manipulé par les comptables.
Là où le free cash flow, il peut être lui aussi manipulé par les comptables, mais c'est beaucoup plus compliqué. Le free cash flow, en gros, c'est quoi? C'est l'argent qui rentre moins l'argent qui sort. Et ça vous donne l'argent restant pour cette entreprise. Et donc, c'est vraiment une des métriques les plus importantes à regarder. Et ce qu'on veut, c'est que cette métrique soit en augmentation d'année en année. Donc là, c'est parfait. Maintenant, il nous reste une dernière métrique que l'on va regarder, qui est honnêtement peu regardée des investisseurs, pourtant elle est primordiale, c'est le nombre d'actions en circulation. En gros, cette métrique va pouvoir nous indiquer si toi, en tant qu'investisseur, tu es dilué ou non. Donc ce qu'on va vouloir, c'est que l'entreprise ait un nombre d'actions en circulation soit stable dans le temps, ou autrement encore mieux, en diminution. Pour t'expliquer, si imagine toi, tu investis dans une entreprise qui a 10 actions en circulation, tu achètes une action. Tu es donc propriétaire d'un dixième de l'entreprise. Tu auras donc le droit à 10% des bénéfices. Maintenant, si l'entreprise décide de doubler son nombre d'actions en circulation, il n'y en a donc plus 10, mais il y en a 20. Dans ce cas-là, toi, tu es propriétaire non plus de 10% de l'entreprise, mais uniquement de 5%, vu que tu ne possèdes plus que 1/20 de l'entreprise. Donc, tu n'auras plus le droit qu'à 5% des bénéfices, là où auparavant, tu avais le droit jusqu'à 10%. Donc, en 2019, on était ici à 2,27 milliards. Cette année, 2,09 milliards. C'est parfait, l'entreprise rachète régulièrement ses propres actions. Maintenant, qu'est-ce que pensent eux les analystes de Visa pour les prochaines années? Donc déjà, ils s'attendent à une croissance ici de son bénéfice par action, passant de 10 dollars par action à 14 dollars par action. Ok, parfait. Et une croissance ici de son chiffre d'affaires, passant de 36 milliards à 48 milliards, ce qui correspond ici à une augmentation, allez, annualisée autour des, on doit être à 10% environ. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser un outil pour savoir à quel prix on va pouvoir acheter cette entreprise. Car même si l'entreprise, comme on a pu le voir, est de très bonne qualité, on ne peut pas l'acheter à n'importe quel prix. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, nous, dans un premier temps, vu qu'on est des investisseurs long terme, on va déjà nous réaliser des estimations sur 10 années. Et moi, j'aime bien réaliser 3 types d'estimations. On va dire des estimations plutôt conservatrices, pessimistes, des estimations réalistes et des estimations un petit peu optimistes. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires ici, comme on a pu le voir, les analystes s'attendaient à une croissance aller aux alentours des 10% annualisés. Moi, je vais mettre pour ma part ici du 7, 9 et du 11. Maintenant, sur les marges. Comme on peut le voir ici, les marges sont relativement constantes et elles augmentent d'année en année. Ça, c'est bien, ça, c'est important. Ça veut dire vraiment c'est une entreprise qui se renforce, qui a véritablement un avantage concurrentiel. Donc, pour ma part, on va partir sur du 50, 52, 54. Maintenant, sur les marges sur le free cash flow. Là, les marges sur le free cash flow sont pareilles, constantes et en augmentation d'année en année et sont meilleures que les marges nettes. Donc, je vais pour ma part partir sur du 53, non, 53, 55,5, 58. Ensuite, sur le PER et le PCF, là, dites-vous bien qu'un indice de référence comme le S&P 500, c'est un PER moyen compris entre 15 et 16. Et donc nous, on va pouvoir en fait ajuster cette métrique en fonction de 2 facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Là, des croissances comprises entre 7 et 11%, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. C'est plutôt pas mal même. Donc, on va dire que l'entreprise mérite un certain premium. Ensuite, est-ce que l'entreprise a un fort retour sur ses capitaux investis? Comme on peut le voir ici, un ROIC qui était de 17% et qui monte à quasiment 24% cette année, là oui, l'entreprise mérite ce premium. Elle a cet avantage concurrentiel. En plus, avec des marges aussi importantes, l'entreprise mérite, pour ma part, un gros premium. Donc là, j'hésite entre mettre 20, 22, 24 ou 22, 24, 26. Je pense que je vais partir sur du 22, 24, 26. Idem pour le PCF.
Et maintenant, sur les rendements que l'on souhaite, je vais mettre pour l'instant uniquement du 9%, comme si on matchait avec le S&P 500. On analyse et ça nous donne, bah voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc en gros, si tu penses actuellement que les estimations, que ça soit moyennes ou hautes, se réaliseront, et que tu souhaites réaliser un rendement de 9% annualisé, dans ce cas-là, tu peux tout acheter l'entreprise aujourd'hui à son prix actuel. Tu pourrais même l'acheter jusqu'à 287 dollars si tu te fies aux marges nettes. Cependant, si tu penses que les estimations pessimistes se réaliseront, dans ce cas-là, il va falloir que tu attendes qu'elles chutent entre 220 et 235 dollars. Cependant, attention, là, on n'a pas mis du tout de marge de sécurité. Ça veut dire que si les estimations que j'ai réalisées, même les estimations basses, eh ben, sont fausses, si l'entreprise fait encore moins bien, bah, sans marge de sécurité, forcément, toi, ton rendement va être encore plus impacté. Donc moi, pour ma part, je me mets toujours des marges ici de 12%, 13,5% et 15%. On analyse et ça nous donne voilà, ces chiffres. C'est-à-dire qu'actuellement, avec les marges que je me suis fixées de sécurité, l'entreprise serait surévaluée. Moi, pour ma part, donc moi, je me fiais principalement aux marges nettes. Donc, je ne vais pas trop regarder en fait ces marges ici. Je me fais principalement aux marges sur le free cash flow et pas trop aux marges nettes. Moi, pour ma part, je vais l'ajouter ici en watchlist à 215 dollars. Et honnêtement, probablement que lorsque l'entreprise descendra à 215 dollars ou moins, je rentrerai en position tellement que c'est une entreprise qui a un business model incroyable et personnellement que je veux posséder en portefeuille. Ne pensez pas que l'arrivée des crypto-monnaies va changer quoi que ce soit pour cette entreprise. Elle restera toujours leader dans son domaine. Donc voilà, c'était Maxime. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu penses de cette entreprise et est-ce que tu es actionnaire ou est-ce que justement tu aimerais bien l'être parce que c'est une entreprise d'excellente qualité et surtout toi à quel prix tu serais prêt toi à l'acheter, ton prix d'achat maximal. Donc voilà, dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!